Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de commencer l'actualité de la rentrée avec un sujet qui concerne le sud de la France, notamment les feux de forêt qui ont eu lieu et qui ont fait beaucoup de dégâts économiques et également environnementaux. Je voulais vous préciser que ces feux, en fait, étaient considérés comme, ou sont considérés aujourd'hui comme un risque global lié au changement climatique, c'est-à-dire qu'on va, les années à venir, bien sûr, revoir ce genre d'incidents, même si ils seront anticipés. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau global, si on voit plus loin, pas au niveau national, c'est au niveau de l'ONU que sont gérés en fait ces risques globaux liés au changement climatique. Vous avez notamment ce qu'on appelle le CCNUCC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, auquel ont adhéré 195 États, dont la France bien sûr, des États développés et des États en voie de développement. En fait, cela a commencé bien sûr avec le sommet de la Terre, si vous vous souvenez, c'était au Brésil, à Rio de Janeiro. Puis il y a eu la COP21 en 2015 qui a permis d'adopter les accords de Paris. Voilà. Et ces accords de Paris, en fait, de 2015, ont permis de définir par la suite le cadre d'action de Sendai dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui va de 2015 jusqu'à 2030. Et ces accords de Sendai, en fait, fixent des interventions aussi bien au niveau national, donc du pays qui est en difficulté. Là, en ce qui concerne les feux de forêt, il s'agit donc de la France, ainsi qu'au niveau des villes et même au niveau des individus. C'est-à-dire que ces accords anticipent et permettent aux individus de pouvoir signaler la gestion de risques. Voilà, donc ces accords vont de 2015 jusqu'à 2030. Voilà, c'était juste un petit rappel par rapport donc à ces changements climatiques qui sont d'envergure, puisqu'il n'y a pas eu que la France, il y a eu les États-Unis, il y a eu l'Australie. Donc c'est répertorié et qu'il faudra être vigilant par rapport à la suite. Voilà, et qu'on n'est pas à l'abri donc de catastrophes naturelles d'une telle ampleur. Voilà, c'est amené en fait à se répéter. Petit encart rapide sur le plan économique par rapport à la situation de l'euro qui, le 22 août 2022, a été en dessous du cours du dollar. Aujourd'hui, les cours sont à égalité. Mais le 22 août, ça a été momentané, mais ce n'est pas arrivé depuis 20 ans. Donc cela donne un peu un aperçu de la situation européenne en ce qui concerne donc l'objectif qui avait été de rendre plus difficile l'économie russe qui, elle, se porte bien. Et l'Europe a été donc obligée, le 22, de négocier les cours d'achat de matières premières en dollars d'une manière désavantageuse par rapport aux États-Unis, bien sûr, qui sortent grands gagnants de cette situation. Voilà. Et ce qui explique la présence de nombreux Américains en France cet été, puisqu'ils avaient une monnaie forte et donc ils ont pu avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Le troisième sujet va concerner le conflit ukrainien qui, je vous rappelle, a débuté le 24 février et il continue toujours aujourd'hui. Pour rappel, c'était donc Vladimir Poutine avec la Russie qui a envahi l'Ukraine, lui reprochant de se soumettre aux forces de l'OTAN, de ne pas rester neutre. Voilà, et notre sujet d'aujourd'hui va plus concerner la centrale nucléaire de Zaporijjia. La centrale nucléaire de Zaporijjia, à ce jour, est déconnectée. Alors ça, c'est selon BFM TV, maintenant c'est à vérifier.
du 25-8. Il y a 6 réacteurs, dont 2 qui sont en activité. Mais il faut savoir que c'est depuis le mois de mars, il y a 500 soldats russes qui sont présents à Zaporijjia et qui contrôlent cette centrale. L'objectif de Vladimir Poutine est d'avoir le contrôle sur la distribution de l'énergie et il souhaite en fait reconnecter la centrale de Zaporijjia au réseau russe de manière à pouvoir maîtriser la distribution de l'énergie ukrainienne. Voilà. Il faut savoir également que le conflit continue et que début août, ça c'est Le Monde qui en parle, c'était le 8 août, les autorités russes avaient organisé un référendum pour demander si les habitants ukrainiens voulaient adhérer à la Fédération de Russie. Donc il y a quand même un bras de fer, voilà, qui se poursuit. Le dernier sujet va concerner une actualité toute récente, aujourd'hui et hier. C'est la nomination d'un nouveau consistoire au Vatican par le pape. C'est-à-dire qu'il a nommé une vingtaine de nouveaux cardinaux, et parmi ces cardinaux, il y a peut-être le futur pape, voilà, de l'Église catholique de Rome. Par ce choix, en fait, le pape confirme la fin de la domination de l'Europe dans l'Église catholique. Pourquoi? Parce que 80% des catholiques pratiquants vivent dans l'hémisphère sud. Et à ce sujet, je voulais vous donner quelques chiffres. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui représentent un tiers de la population mondiale, c'est-à-dire 1,329 milliard de pratiquants catholiques. Voilà, ça c'est selon l'annuaire pontifical de 2020. Bien sûr, la religion qui suit tout de suite derrière, c'est la religion musulmane avec 1,575 milliard de pratiquants, avec une majorité de sunnites à 85%. Alors, pourquoi une telle multiplication dans l'hémisphère sud? Alors, il y a eu une étude en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, principalement, puisque, alors Madagascar est aussi un petit peu dedans, hein, j'ose le dire. Voilà, il y a un terreau socio-économique qui est difficile, et il y a une situation sociale et politique, on va dire, en Afrique subsaharienne, qui est difficile. Donc, la population va chercher plus ou moins un havre de paix au sein de ces multiples sectes, également non-sectes, c'est-à-dire au sein de l'Église catholique. Ils vont donc pratiquer régulièrement. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est qu'avec plus de 16% de la population dans le monde, on a des personnes qui sont agnostiques, et voire même qui sont athées. C'est-à-dire qu'elles sont plus ou moins sceptiques avec tout ce qui est métaphysique, avec tout ce qui est religieux. Voilà. Alors, je voulais donc, le rapport avec le sacré et le profane a évolué, et de même que la pratique religieuse est moindre parmi la nouvelle génération. Alors, parmi cette nomination de consistoire, au niveau du consistoire, le choix du pape s'est porté sur la nomination de 7 cardinaux qui viennent d'Europe, 6 qui viennent d'Asie, 2 d'Afrique, 1 d'Amérique du Nord et 4 d'Amérique centrale et latine. Donc vous voyez que voilà, même l'Église s'adapte à l'évolution actuelle et qu'elle s'internationalise. Voilà, c'était le dernier sujet. D'ici la prochaine capsule, je vous souhaite une bonne journée et profitez des derniers rayons du soleil avant l'automne et avant la rentrée.